parler d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle le CHU atypique et qui est une des grandes maladies dont le CNRMAT s'occupe et qui fait l'objet de ces différentes études. Alors, sur la diapo suivante, vous avez mes conflits d'intérêts en rapport avec cette présentation, évidemment avec les laboratoires Alexion. Alors, le complément, c'est quand même un domaine incroyable pour le développement de nouvelles molécules qui, vous voyez, sont résumées ici sur une revue qui date de 2 ans. Il n'y avait pas moins de 38 molécules qui pouvaient être listées à l'étude et qui touchaient, étaient capables d'inhiber différentes voies, que ce soit la voie classique, la voie des lectines ou la voie alterne, et qui étaient aussi capables, comme l'a expliqué Régis, soit d'agir à un niveau très proximal, soit au contraire de bloquer la phase terminale. Alors, juste à titre indicatif, on a ici en développement préclinique, phase 1, phase 2, phase 3, et puis ce qui est arrivé finalement sur le marché, on a le numéro 25 qui correspond à l'éculizumab, dont on a déjà pas mal parlé, mais il y en a d'autres qui arrivent, et j'y reviendrai à la fin sur les possibilités de développement thérapeutique dans cette maladie. Alors, sur la diapo suivante, pour vous dire que la néphrologie, depuis longtemps, est concernée par l'activation du complément, et il y a un très grand nombre de maladies pour lesquelles des marqueurs d'activation ont été identifiés. Ces marqueurs d'activation, ils sont variables, ils peuvent être soit dépistés dans le sang circulant, soit dépistés sous forme de dépôts plus ou moins importants au cours de différents types de néphropathie. Évidemment, le prototype, et c'est cette maladie-là dont je vais parler aujourd'hui, c'est le CHU atypique, mais sachez que les glomérulonéphrite à dépôt de C3, les vascularites à ANCA, les glomérulonéphrite à IgA, les membranoprolifératives, le lupus, l'extramembraneuse, bref, il y a un très grand nombre de maladies qui sont concernées sans qu'on ait toujours une relation de cause à effet entre ces marqueurs d'activation et les conséquences pathologiques dans le rein. Diapositive suivante. Alors, si je me focalise maintenant sur le sujet des microangiopathies thrombotiques et notamment du CHU atypique, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Non? Oui? En tout cas, vous avez un diagnostic de microangiopathie thrombotique qui doit être fait devant des critères très particuliers qui sont l'hémolyse mécanique avec la présence de schizocytes, une augmentation des LDH, une thrombopénie et une chute de l'aptoglobine. Donc, on a ces différents marqueurs. Il faut évidemment éliminer, on en a déjà parlé plus tôt, le PTT avec un déficit en ADAMTS13. Il faut également éliminer une infection à chigatoxine, une entérobactérie qui sécrète la chigatoxine et qui est responsable de ce qu'on appelle le SHU typique, post-diarrhée, qui sont plus fréquents chez l'enfant. Et puis après, il y a une constellation de maladies qui peuvent se manifester par une microangiopathie thrombotique avec plus ou moins une atteinte rénale. Et on veut se concentrer aujourd'hui sur cette maladie tout à fait rare, qu'on a pu appeler aussi le CHU atypique primitif, mais qui est en rapport avec des anomalies génétiques dans 60 à 70% des cas sur les régulateurs de la voie alterne du complément que sont le facteur H, le facteur I, la protéine MCP ou CD46 et d'autres mécanismes qui sont plus rares. On rapproche de ces formes-là les formes qui sont découvertes dans le postpartum parce que la grossesse peut être un facteur déclenchant important de ces CHU atypiques ou également des formes qu'on voit comme une récidive sur le transplant rénal chez les patients qui sont arrivés au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique, qui ont été transplantés et qui peuvent récidiver la maladie. Et en général, c'est le témoin de ces anomalies sur la voie alterne. Donc aujourd'hui, le topo, diapositive suivante, va se consacrer exactement sur ce qui est noté ici, et je ne parlerai pas des autres microangiopathies thrombotiques secondaires qu'on peut voir au cours des cancers, des infections
des allogreffes de moelle, des chimiothérapies, des maladies auto-immunes, etc., pour lesquelles les liens avec l'hyperactivation de la voie alterne et finalement la formation du C5b9 sont beaucoup moins déterminés. Diapositive suivante. Alors, dans le CHU atypique, la prise en charge thérapeutique, il y a des traitements symptomatiques. Souvent, c'est des malades très hypertendus qui aggravent les lésions vasculaires et l'hémolyse. Donc, il faut contrôler l'hypertension artérielle. Il faut avoir recours à l'hémodialyse, souvent en urgence, parce que c'est un des symptômes de la maladie, c'est l'insuffisance rénale aiguë ou rapidement progressive. Et puis, il y a le traitement éthiopathogénique. Et historiquement, on utilisait la plasmathérapie. Elle est encore utilisée à la phase aiguë de la maladie, puisque vous avez bien compris que le diagnostic de CHU atypique, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut avoir éliminé les différentes causes dont j'ai parlé précédemment pour être convaincu qu'il s'agisse d'un CHU atypique. Et puis, donc, pendant la phase de diagnostic, on peut avoir recours aux échanges plasmatiques encore, mais en général, on ne les prolonge pas. Et ensuite, et la révolution est venue de là, c'est l'utilisation des anticorps, des drogues anti-C5, mais essentiellement des anticorps monoclonaux, dont Régis a déjà parlé. Et puis, je dirai un mot à la fin des futures drogues, peut-être, qui seront utilisées dans cette maladie. Diapositive suivante. Alors, la révolution, elle est venue en 2013, mais c'était un peu avant déjà dans les essais thérapeutiques, avec la publication dans le New England des effets de l'éculizumab au cours du CHU atypique en apparence primitif, je redis. Donc, c'est une maladie extrêmement rare. Il faut savoir que, en termes d'incidence, en moyenne, on est aux environs de 15 cas nouveaux détectés par an en France. Donc, ça reste une maladie très rare. Diapositive suivante. Alors, sous éculizumab, et ça a été vraiment la révolution, voilà l'évolution du chiffre de plaquettes que vous pouvez voir, c'est-à-dire que dès la première semaine, alors que tous les échanges plasmatiques ont été interrompus, dès la première semaine, il y a une augmentation très significative du nombre de plaquettes, une correction de la thrombopénie qui s'est maintenue pendant 26 semaines durée de l'étude et qui s'est maintenue bien au-delà. Donc, il n'y a pas d'épuisement de l'effet, qui s'est maintenu plusieurs années après le début du traitement, alors que les malades, évidemment, dans les phases d'extension, sont toujours soignés et reçoivent l'éculizumab tous les 15 jours, avec donc une tolérance dont on reparlera, mais qui est en général excellente. Diapositive suivante. Le point important, la suivante s'il vous plaît, encore. Le point important, c'est qu'il y a un autre paramètre que nous suivons, à côté des paramètres hématologiques, c'est l'évolution de l'insuffisance rénale. Je vous ai dit qu'à la phase initiale, 70% environ des patients, en tout cas chez l'adulte, ont une insuffisance rénale aiguë qui peut nécessiter la prise en charge en dialyse. Et ce qui est important, c'est de voir au long cours quelle va être la récupération ou l'évolution de la fonction rénale chez ces patients. Et ce qu'a montré la première étude qui avait été faite, enfin les deux premières études, en rouge, vous voyez, c'était chez les malades qui avaient un SHU atypique de découverte récente à la phase aiguë, et on voit qu'il y a une forte proportion des patients qui vont avoir une amélioration significative au cours du temps, sous traitement, de leur fonction rénale, comme c'est indiqué sur la courbe en rouge. Et puis, il y avait un autre bras qui avait été étudié dans la C08 003, c'était des malades chroniques qui avaient été maintenus avec une fonction rénale de mauvaise qualité, puisqu'ils avaient des DFG aux environs de 25 à 30 millilitres par minute, et donc avec cette insuffisance rénale, mais ils pouvaient être maintenus avec des échanges plasmatiques tous les 15 jours ou tous les mois. Et après la mise sous éculizumab, on voit que certains d'entre eux, une bonne proportion, vont récupérer progressivement une certaine fonction rénale, une amélioration de la fonction rénale qui, vous voyez, va se prolonger au-delà de la première, voire même de la deuxième année. Donc, une récupération rénale possible dans les formes relativement chroniques de lésions. Diapositive suivante. Alors, ce traitement, il est tout à fait remarquable et il a transformé la vie des patients.
Il a transformé l'épidémiologie aussi du SHU atypique en France, puisque le nombre de patients qui arrivent ou qui restent en hémodialyse chronique dû à un SHU atypique s'est littéralement effondré en France au cours des 10 dernières années. Et en parallèle, le nombre de patients qui ont pu être transplantés, greffés du rein, sans récidive sur leur greffon, a augmenté de façon aussi très significative. Et au total aussi, le nombre de patients qui ont gardé une fonction rénale avec leur rein natif a également augmenté. Donc c'est un changement dramatique, comme disent les Anglais, du profil épidémiologique de la maladie en France. Et c'est vrai dans le monde là où l'éculizumab était disponible. L'inconvénient de l'éculizumab, c'est que, bon, c'est très efficace, mais ça suppose une injection tous les 15 jours, même si chez certains, on a pu avoir un espacement des doses. Et donc, on a vu arriver avec intérêt le ravulizumab, qui, comme vous l'a expliqué Régis tout à l'heure, est une espèce d'éculizumab. D'ailleurs, il est dérivé de l'éculizumab, avec deux mutations proches de son site de liaison au C5, qui fait que la liaison va garder la même affinité, sauf qu'à pH acide, cette liaison va se dissocier plus facilement, et le C5 et le ravulizumab vont être donc dans les endosomes, là où le pH va diminuer, vont être séparés. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une deuxième mutation dans la région constante, qui fait qu'il y a une plus forte affinité pour le récepteur type FC néonatal, et donc il va pouvoir être recyclé, et d'où une possibilité d'avoir une injection de ces anticorps, non plus tous les 15 jours, mais toutes les 8 semaines, donc tous les 2 mois. Et c'est un progrès, évidemment, pour le confort et la prise en charge des malades d'avoir ce type de traitement. Diapositive suivante. Alors, on a participé, il y a plusieurs centres en France qui ont participé à l'inclusion dans un essai qui a été rapporté, comme vous le voyez récemment, dans Kiné International. C'est une étude simple bras. Bon, on pourra discuter du contrôle, mais c'est une étude simple bras qui a inclus dans différents pays, pratiquement dans le monde entier, là où en tout cas où le ravulizumab était disponible. Et c'est une étude qui, vous le voyez, après une période de screening, a comporté une injection d'une dose de charge, on va dire, et une deuxième injection 15 jours après, et ensuite des injections qui ont été répétées toutes les 8 semaines jusqu'à 26 semaines, c'était la phase d'observation, et ensuite il y a une phase d'extension dans les années qui suivent. Diapositive suivante. 58 patients ont pu être pré-inclus ou screenés. Il y en a 2 qui sont sortis parce qu'ils sont avérés avoir des résultats de recherche de chigatoxine positifs, donc il s'agissait de CHU post-infectieux. 49 qui ont pu aller jusqu'à la phase d'extension, mais 7 qui sont sortis avec 2 décès, 3 effets secondaires qui ont justifié la sortie, une violation de protocole et une décision médicale. Et finalement, observé durant la phase d'extension, 47 malades. Diapositive suivante. Alors, comme pour l'éculizumab, on voit qu'après l'injection de ravulizumab, il y a une amélioration très rapide du chiffre des plaquettes chez ces malades, une correction de la thrombopénie. Il va y avoir une correction progressive de l'anémie, avec une correction donc, du chiffre d'hémoglobine, une diminution progressive des LDH et une récupération, là aussi progressive, du débit de filtration glomérulaire, une amélioration de la fonction rénale sous traitement. Donc, un résultat qui est assez comparable aux courbes qu'on avait pu obtenir lors des essais avec l'éculizumab. Diapositive suivante. Ici, c'est le cas d'une patiente qui a été inclue à Tenon, qui a été la première patiente en France qui a pu être inclue. Et vous voyez qu'elle est inclue ici, elle reçoit le ravulizumab d'emblée. Elle a une amélioration très rapide de son chiffre d'aptoglobine qui va remonter. Elle a également une correction de sa thrombopénie qui va se maintenir tout au long de l'étude. Il y a une amélioration de la fonction rénale, mais initialement, il y avait une part qui était liée à la dialyse. Mais la dialyse a pu être arrêtée au bout de 3 mois et demi de traitement. Et la patiente reste maintenant avec une fonction rénale stable, quasi normale.
à plus de 2 ans et demi ou 3 ans de l'inclusion. On avait également une amélioration de ces chiffres de protéinurie, témoignant d'une belle amélioration sur le plan rénal. Comme ça arrive de temps en temps, on a pu arrêter le ravulizumab, et je crois que ce n'est pas une expérience qui peut être menée chez les patients atteints d'HPN. Donc les traitements sous eculizumab, les patients sous eculizumab ou sous ravulizumab, au bout d'un certain temps, dans certaines circonstances, on peut faire des tentatives d'arrêt de médicaments. Sachez que notre patiente est toujours off treatment, sans manifestation et bien contrôlée sur le plan tensionnel. Diapositive suivante. Alors, un point intéressant, c'est qu'en effet, quand on voit le taux de C5 chez ces patients, après la première injection, il y a un effondrement du C5 libre mesuré sous ravulizumab, donc une efficacité immédiate, et qui va se prolonger tout au long du traitement tel que c'est indiqué ici. Donc ici, c'est en vert, c'est à la fin des injections. En bleu, c'est avant l'injection, donc c'est forcément un tout petit peu plus haut, mais très peu, vous le voyez. On est à moins de 0,5% du C5 circulant normal. Et donc, on a un témoin là d'un blocage quasi complet du C5. Le problème quand même qu'il faut savoir, c'est que ce dosage du C5 libre, il n'est pas disponible dans la plupart des pays européens ou occidentaux ou même en Asie. Donc, ce n'est pas évident d'avoir ce paramètre. Et nous, c'est un paramètre qu'on aimerait bien suivre chez les malades qui sont traités par eculizumab ou par ravulizumab. Et diapositive suivante. Et quand il y a eu des dosages simultanés, parce qu'on se fiait à ça, en France en tout cas, sur le CH50, en France, on recommande que le CH50 sous eculizumab soit inférieur à 10% chez les patients traités avant l'injection. Et on voit que si on compare le dosage du C5 libre, il est constamment sous le seuil inférieur recommandé, alors que le CH50, il peut être un petit peu au-dessus de notre recommandation. L'explication semble être que le CH50 est peut-être pas aussi fiable pour le dosage de l'efficacité du ravulizumab, car le dosage du CH50 peut être pH dépendant et que peut-être, avec un pH acide dans la solution, il y a une dissociation entre le ravulizumab et le C5. Mais il n'y a pas d'explication formelle là-dessus. Ça a été retrouvé aussi chez les patients pédiatriques, discordance entre le CH50 et le C5 libre mesuré. Diapositive suivante. Alors, au total, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre cohorte de patients dans l'étude ravulizumab, il y avait 68% des patients qui étaient en dialyse, ou en tout cas qui avaient une insuffisance rénale sévère au moment du diagnostic. Et sur ceux qui étaient en dialyse, les 29 patients, 17 d'entre eux, c'est-à-dire 58%, 59%, sont sortis de dialyse au J183, c'est-à-dire à 26 semaines. Donc, un taux significatif de récupération qui pourtant, si on compare aux séries historiques, même si les malades ne sont pas les mêmes, est peut-être un peu inférieur à ce qui avait été constaté avec l'eculizumab. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, 34 malades qui avaient moins de 15 ml de DFG, vous voyez que la plupart se sont améliorés et sur ces 34, il y en a 23 qui ont pu avoir une amélioration de leur fonction rénale. Diapositive suivante. En termes d'efficacité sur d'autres paramètres, qu'il s'agisse de la réponse aux critères de maths, à la fois incluant les paramètres hématologiques ou rénaux, on voit qu'à 26 semaines, on a des résultats assez comparables entre l'eculizumab et le ravulizumab, en bleu foncé ici. Pareil pour la normalisation des plaquettes, la normalisation des LDH ou l'amélioration de la créatinine, la diminution de plus de 25%. Diapositive suivante. Un point particulier de l'étude, c'est que l'étude génétique n'avait pas été programmée dans cet essai. Il y a eu quelques prélèvements qui ont été faits, et donc on n'a pas eu la totalité de la cohorte qui a été testée. Et ce qu'on voit, et en plus la technique qui a été utilisée n'est pas la technique classique
des panels des gènes qui sont bien identifiés. Ça a été une technique au lexome qui est peut-être pas parfaitement appropriée. En tout cas, on a un taux faible de mutation qui a été retrouvé, qui est de l'ordre de 20% dans la cohorte qui a été traitée, mais encore une fois, toute la cohorte n'a pas été analysée. Et il y avait aussi des patients qui avaient des auto-anticorps anti-facteur H, comme c'est classique d'ailleurs, dans certaines formes de SHU atypiques. Diapositive suivante. En ce qui concerne la safety, donc il y a eu 4 décès qui étaient à signaler. Alors il y en a un qui est survenu avant traitement, mais qui était lié à une forme sévère. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il y avait un patient qui avait un CHU typique post-infectieux. Et puis il y en a 2 qui ont fait un choc septique assez précoce et qui ne semble pas en rapport avec ce traitement par bloqueur du complément. En revanche, il y a eu une hémorragie intracrânienne sur une poussée hypertensive à J90, qui n'est pas directement en rapport avec le traitement, mais où on peut évoquer le fait qu'il y a une maladie rénale associée et souvent une hypertension sévère, comme je vous l'ai dit, qui peut être associée. Les effets secondaires, ils sont assez classiques et il n'y a pas de choses particulières qui ont abouti à l'arrêt. Il y a 3 arrêts quand même qui ont pu être rapportés à ces effets secondaires. On n'a eu aucun cas, mais la série est courte, d'infection à méningocoque. Et puis les anticorps, il y en a très peu qui se développent. Diapositive suivante. Alors, dans la phase d'extension que je vous indique ici, eh ben, les effets se maintiennent, hein, le bénéfice chez les patients se maintient avec même une petite amélioration encore au cours du temps dans la phase d'extension. Diapositive suivante. Chez l'enfant, il y a eu une étude enfant-adolescent. Alors là, je ne présente que la partie qui était patient naïf de tout traitement avant. Et il y a eu une partie aussi qui était du switch, mais je ne parlerai pas ici. Et donc, on avait aussi des taux de réponse qui, vous voyez, étaient très bons sur les paramètres hémato et rénaux combinés, sur la normalisation des plaquettes, sur la normalisation des LDH, sur l'amélioration de la fonction rénale. Diapositive suivante. Alors, donc, on a aujourd'hui, ou on va avoir très rapidement à disposition, une molécule qui peut être injectée toutes les 8 semaines. Donc, c'est sûrement un intérêt, un avantage pour les patients qui restent sous traitement. Comme je vous l'ai dit, au cours du SHU atypique, il y a des possibilités d'essayer d'arrêter les traitements sans qu'il y ait forcément de rechute. Et les facteurs génétiques jouent un rôle essentiel là-dedans. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'enquête génétique qui pouvait être faite. Mais voilà, c'est encore un traitement avec une forme injectable et c'est aussi une dépendance vis-à-vis de ce blocage. Donc, l'avenir, c'est peut-être les autres bloqueurs du complément. Et Régis en a déjà parlé. Donc, on a parlé du bloqueur du facteur D, qui était développé par Actinion. Il y a le bloqueur, l'anti-B, enfin pas l'anti-B, mais l'inhibiteur du B. Et puis, les anticorps monoclonaux dont je vous ai parlé ici. Ici, il y a un peptide intéressant qui s'appelle la coversine, qui est dérivé, en fait, c'est un peptide qui est dérivé de la salive du tic, Ornithodoros mubata, pour ceux que ça intéresse. Mais l'intéressant, c'est que ça réduit la réponse inflammatoire autour de la piqûre du tic et ça lui permet de se nourrir comme ça, sans être gêné. Et donc, cet anti-C5 direct pourrait avoir un intérêt aussi dans le futur. Diapositive suivante. Alors, il y a différentes molécules qui sont en cours d'essai, qui sont listées ici, dans le CHU atypique. Bon, et notamment, je vous ai parlé de la coversine, et il faut parler évidemment du crovalimab, forme qui peut être injectée par voie sous-cutanée, et dont l'essai thérapeutique en France, dans le CHU atypique, va débouter probablement dans les mois qui viennent. Diapositive suivante. Alors, un point quand même intéressant, c'est que à propos de les inhibiteurs du facteur D, ici, c'est un article qui est paru il y a 3 ans déjà, qui testait justement ces molécules développées par Aquilon. Donc, c'est un test de mort cellulaire qui est induit, c'est une modification du test
et qui est en fait une mort cellulaire complément dépendante et qui peut être induite par le sérum de patients atteints de CHU atypique complément dépendant. Et donc, on voit qu'il y a une mort cellulaire qui peut être induite par ces sérums et que l'addition de doses croissantes de l'inhibiteur du facteur D, d'anicopan, est capable de pratiquement bloquer toute la mort cellulaire induite par le sérum des malades. Donc, c'est une piste évidemment intéressante, montrant que si on arrive à bloquer le D, eh bien, on va bloquer la mort cellulaire qui est liée à cette hyperactivation de la voie alterne du complément chez les patients. Diapositive suivante. Alors, cet inhibiteur, il est intéressant parce qu'il est administrable PEROS. Et vous voyez ici, bon, c'est chez le primate, mais bon, donc il y a eu deux prises avec le médicament qui apparaît, la drogue qui apparaît dans le sang circulant, une prise toutes les 12 heures, avec de façon remarquable une inhibition très rapide et complète de la voie alterne du complément chez ces animaux, alors que le dosage du facteur D, donc c'est un blocage fonctionnel de l'activité du facteur D dont l'antigène n'est pas modifié dans le sang circulant. Diapositive suivante. Et je reprends la diapo de Régis pour montrer que je n'ai pas les résultats équivalents dans le CHU atypique, mais dans l'HPN, on a vu qu'il y avait vraiment un bénéfice considérable à l'utilisation de ce type de molécule chez les patients qui étaient partiellement résistants, on va dire, à l'éculizumab. Donc, probablement une piste thérapeutique très importante parce que, je le redis, c'est un médicament qui peut être pris féroce, certes tous les jours, mais quand même beaucoup plus confortable que les anti-C5. Diapositive suivante. Donc là aussi, dans cette maladie rare, on a vécu une révolution au cours des 10 dernières années. Hein. Le blocage du C5 par les anticorps monoclonaux est efficace dans l'immense majorité des cas, quand le diagnostic est correctement effectué d'ailleurs, qui a un effet très rapide sur les paramètres hématologiques. Mais le rein, s'il est très lésé, il peut ne pas récupérer. S'il est partiellement lésé, il peut récupérer plus lentement, mais il va récupérer avec le temps. Les formes à longue durée d'action, comme le ravulizumab, peut alléger le poids du traitement pour les patients. Et c'est vrai que les injections tous les 15 jours chez les enfants en intraveineux, c'est pas toujours facile à gérer. Les injections sous-cutanées, c'est peut-être un bénéfice aussi. Donc, on va tester bientôt le crovalimab dans cette indication et dans cette forme d'injection. Et puis, un grand espoir, mais à vérifier, bien sûr, des formes orales d'anti-B ou d'anti-D qui semblent être quand même des molécules intéressantes chez les patients qui ont ces maladies complément dépendantes. Voilà, je vous remercie de votre attention.